Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat de France 24. Au 71e jour de la guerre en Ukraine, la Russie poursuit son offensive à l'Est et ses frappes un peu partout dans le pays. À Marioupol, port stratégique du Sud-Est assiégé depuis des semaines, la Russie assure que des couloirs humanitaires fonctionnent autour de l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne. Marioupol, où un défilé militaire russe serait en préparation pour le 9 mai. Le 9 mai, c'est une date symbolique puisque la Russie commémore ce jour-là la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Des célébrations sont aussi prévues comme chaque année à Moscou sur la place rouge. Alors évacuer les civils d'Azovstal, est-ce une manière pour Moscou d'en finir plus vite afin de pouvoir décréter une victoire totale d'ici lundi? Même si le Kremlin a écarté ces rumeurs, le président russe pourrait-il utiliser cette date du 9 mai pour déclarer la guerre à l'Ukraine et ainsi décréter la mobilisation générale alors qu'il n'a obtenu aucune victoire éclatante depuis le début de ce conflit, le 24 février dernier, face à une armée ukrainienne de plus en plus armée par les Occidentaux. Vladimir Poutine serait-il capable de déclencher une attaque nucléaire? On va en débattre ce soir avec nos invités. Elena Volochine, journaliste France 24, spécialiste de la Russie. Bonsoir Elena, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Paul Paloméros, également à mes côtés, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Bonsoir. Julien Théron, enseignant à Sciences Po, spécialiste des conflits et de sécurité internationale, co-auteur de Poutine, la stratégie du désordre. Bonsoir. Merci également d'être sur ce plateau. Et puis Antoine Arjakovski, historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins, auteur notamment de Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou, Anatomie de l'âme russe. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. J'aimerais d'abord qu'on fasse un point sur la situation sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment à Marioupol, autour de cette usine Azovstal, où Moscou, je le disais en introduction, a décrété un cessez-le-feu unilatéral de 3 jours, mais Kiev accuse de son côté la Russie de ne pas du tout le respecter. On va voir ça avec David Gilbert, on en reparle juste après. Les combats se sont intensifiés ce jeudi à Marioupol. L'usine Azovstal assiégée, dernière poche de résistance ukrainienne, est toujours la cible d'intenses bombardements. La veille, la Russie a annoncé un nouveau cessez-le-feu de 3 jours pour permettre de nouvelles évacuations de civils encore abrités dans les sous-sols du complexe métallurgique. L'armée ukrainienne et les membres du régiment nationaliste Azov, qui se trouvent à l'intérieur, affirment que rien n'a changé. De violents combats sanglants se poursuivent. Les défenseurs de la ville se battent seuls depuis 71 jours contre les forces écrasantes de l'ennemi. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve et n'ont pas permis l'évacuation des civils qui continuent de se protéger des bombardements dans le sous-sol de l'usine. De son côté, Moscou dément vivement tout assaut sur l'usine. Notre président et commandant suprême, le président Poutine, a donné l'ordre publiquement de ne pas lancer l'assaut sur l'usine Azovstal. Aucun autre ordre n'a été donné. La date du 9 mai prochain et les commémorations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie semblent en tout cas être une date butoir pour Vladimir Poutine, qui pourrait à ce moment-là proclamer une nouvelle victoire militaire. Dans cette optique, une escalade permettant la prise de l'usine Azovstal et donc de la totalité de la ville portuaire stratégique de Marioupol n'est pas à exclure. Julien Théron, cette situation très confuse à Marioupol, c'est quoi? C'est le résultat d'une guerre de communication aujourd'hui entre Moscou et Kiev? C'est une situation compliquée parce que le président Poutine n'aurait même pas besoin de prendre cette usine pour déclarer victoire. Il a mis sous clé le système informationnel en Russie suffisamment pour pouvoir annoncer une victoire. D'ailleurs, ça a été fait dans plusieurs théâtres d'opération. C'était fait aussi en Syrie, d'ailleurs, plusieurs fois. Donc, ils peuvent tout à fait se permettre de dire on a gagné à Mariupol, on a chassé les nazis. Ils l'ont déjà dit, d'ailleurs. Vladimir Poutine a déjà dit. Absolument. Donc la raison pour laquelle ils s'abstiennent de cet assaut final, et je crois que c'est très important de toujours analyser les discours, et ils disent qu'il n'y a pas d'assaut final. En réalité, l'assaut n'a jamais cessé sur l'usine. L'usine est bombardée quotidiennement. Enfin, je veux dire, il est très clair qu'à chaque fois qu'il y a une déclaration, c'est nos responsabilités de journalistes, de chercheurs, d'analystes, d'à chaque fois de bien analyser cette chose-là et de dire que si, il y a toujours un assaut. C'est juste qu'ils ne peuvent pas descendre dans les souterrains parce que, du point de vue des pertes en soldats russes qui sont déjà extrêmement lourdes, c'est extrêmement risqué. Voilà.
Elena Voloshin, l'armée russe est toujours prête à assurer l'évacuation des civils d'Azovstal. C'est ce que vient de déclarer le Kremlin. C'est ce qu'aurait dit Vladimir Poutine. Pourquoi, là, tout d'un coup, Vladimir Poutine se soucie du sort de ces civils dans cette usine? Il serait encore des centaines bloqués. Alors l'observation de ces plus de 2 mois de conflit me conforte dans ma certitude que j'avais pourtant au départ une supposition que Vladimir Poutine s'en soucierait, mais que Vladimir Poutine ne se soucie absolument pas du sort des civils. Alors effectivement, officiellement, l'armée russe, le général Konashenkov a déclaré 3 jours de cessez-le-feu absolu pour permettre l'évacuation des civils, mais il faut dire que le même général Konashenkov et son état-major publient des communiqués quotidiens où ils affirment que la Russie a un objectif purement humanitaire en Ukraine et que son seul but, c'est de respecter le droit humanitaire international, de préserver les civils et l'infrastructure de l'Ukraine. Ça, ce sont les termes officiels. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'ils disent qu'on arrête les combats pour permettre aux civils d'évacuer et qu'ensuite ils disent que le cessez-le-feu n'a pas fonctionné, c'est toujours la faute des Ukrainiens et il y a, de mon souvenir et de cette observation, aucun couloir humanitaire annoncé par la Russie depuis le début du conflit qui a fonctionné, alors que la Russie n'a de cesse de dire qu'à chaque fois, ces couloirs humanitaires sont mis à mal. Il y a quand même quelques civils qui ont été évacués il y a une ces centaine, derniers jours, une centaine, sans un civil, selon l'ONU. Alors, oui. Mais après, il y a surtout l'effet d'annonce. C'est-à-dire que ces civils, il faut comprendre le cauchemar qu'ils sont en train de vivre depuis le début de l'assaut d'Azovstal. Pourquoi il y a autant de monde là? Parce que Mariupol étant encerclée, pilonnée et prise en méthode chaudron, comme on dit, par les Russes, eh bien, ces kilomètres et kilomètres de souterrain, c'était le seul abri pour ceux qui n'ont pas quitté la ville, qui ont pu se réfugier là avec les combattants pour essayer de survivre, tout simplement. Donc, ils sont assiégés. On a entendu Vladimir Poutine, encore une fois, dans un effet d'annonce, dire... Et d'ailleurs, la Russie dément depuis le début la présence même de civils au sein de cette usine Azovstal. Ils ne cessaient de dire dans leur communiqué, le ministère russe de la Défense, soit les combattants retranchés dans l'usine Azovstal et soi-disant les civils d'après les affirmations de l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est aussi une hypothèse qui a toujours été mise en doute par les Russes. Ensuite, Vladimir Poutine a dit, s'il y avait des civils dans cette usine, eh bien, on arrête l'assaut, mais on fait en sorte, vous bloquez cette usine, il l'a dit à Sergueï Shoïgu assis en face de lui, vous bloquez cette usine de façon à ce qu'une mouche ne puisse pas voler. Donc ça, c'était les termes employés. Et en réalité, comme le disait Julien à l'instant, finalement, l'assaut n'a jamais cessé, mais on est dans cette rhétorique, dans cette propagande au jour le jour, qui est de dire que la Russie veut préserver les civils, qui est de dire que la Russie est dans une opération humanitaire et que son but, c'est de détruire les nazis, les nationalistes, mais de préserver les civils. En réalité, ils sont en train de vivre un cauchemar absolu parce qu'ils sont bloqués dans ces souterrains, sans approvisionnement, sans vivre, sans médicaments, sans possibilité d'en sortir et apparemment avec des dizaines de personnes qui sont tout simplement à l'agonie. Et il y a des enfants là. Antoine Arjakovski, la situation très difficile de ces civils dans cette usine, et on vient de l'entendre avec Elena Voloshin, et on a donc l'impression là que tout d'un coup, le régime de Vladimir Poutine prend beaucoup plus de pincettes avec ces civils, car il y a toute une guerre d'informations sur ce qui se passe à Azovstal, et c'est surtout, on a l'impression, beaucoup plus de pincettes après les massacres de Boutcha qui ont eu un retentissement international. Pourquoi ça? Non, on est dans une logique de propagande. C'est-à-dire que tout le monde comprend bien qu'on se prépare pour le 9 mai, pour célébrer la victoire. Et la question, c'est de la célébrer le mieux possible. Aujourd'hui, Kirienko était à Mariupol. Sergueï Kirienko, ancien Premier ministre à l'époque de Yeltsin, qui qui a été nommé responsable pour le Kremlin de la République autoproclamée de Donetsk et de Lugansk, et qui inaugure aujourd'hui un monument dédié à cette victoire de libération, une grand-mère qui a sorti un drapeau rouge. Et donc, ça a été filmé aujourd'hui avec la symbolique soviétique. Donc, le 9 mai... victoire sur les nazis, symbolique soviétique, c'est ça qui est mis en place. Et quand on regarde attentivement, bon, d'une part, on se rend compte que c'est de la propagande pure par rapport à cette grand-mère, parce qu'elle n'est pas du tout venue accueillir l'armée russe, puisque sa propre maison a été bombardée par l'armée russe. Donc c'est quelqu'un qui était contre l'armée russe, mais qui est récupéré par la propagande. Voilà une image. Et l'autre élément de la propagande qui est utilisé aujourd'hui, c'est de dire, et vous l'avez dit vous-même dans votre reportage, que c'était une victoire le 9 mai de l'Union soviétique sur le nazisme, alors que la victoire sur le nazisme les 8 et 9 mai
C'est une victoire des 55 pays unis dans cette alliance qui a permis de vaincre le nazisme. Les Russes présentent aujourd'hui cette victoire comme si c'était la leur, uniquement. Et donc il n'y a plus du tout cette alliance des pays alliés, des Américains, etc. Et donc ça leur permet de dire aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir lutter contre le monde entier. Et regardez ce qui s'est passé à Ramstein, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec cette conférence de donateurs. Nous sommes contre le monde entier. Ça, c'est de la propagande à nouveau. C'est ça qui se passe. Voilà. Quant aux images sur les civils, bien entendu, qui vont montrer les images les plus montrant leur visage le plus humanitaire possible. Mais pour moi, Kirienko, qui est devenu donc maintenant ce responsable du Kremlin sur place, pour moi, c'est un nouvel Adolf Eichmann. C'est-à-dire Eichmann, c'est lui qui a envoyé des gens en camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un haut fonctionnaire nazi et qui appliquait les ordres. Voilà, sans aucune indépendance. Et là, on sait très bien qu'un grand nombre d'Ukrainiens qui veulent sortir de l'enfer sont envoyés en Russie, en Sibérie, dans des camps de concentration terribles. Donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre conscience pour prendre distance par rapport au discours de la propagande soviétique. Juste en deux mots, pour rejoindre ce que vous disiez, pour vous dire à quel point la Russie réécrit aujourd'hui l'histoire, c'est parce qu'on a changé un petit peu de discours dans la propagande. On ne dit pas aujourd'hui, on dit aujourd'hui que l'Occident est en guerre contre la Russie et plus seulement l'Ukraine. Et pour faire le parallèle, les officiels russes disent aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que tout le monde entier était en guerre contre l'Union soviétique, vous voyez, alors qu'en fait il y avait une alliance entre l'URSS et les Occidentaux pour vaincre Hitler, mais ils vont jusqu'à réécrire l'histoire dans ce sens-là en disant qu'aujourd'hui, comme à l'époque, c'est finalement le monde entier qui s'est rebellé contre la Russie. Il y a eu une photo il n'y a pas longtemps publiant des drapeaux nazis du minuscule parti nazi américain dans les années 30 pour expliquer qu'en fait les États-Unis étaient alliés aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Paul Paloméros, un dernier mot sur ce qui se passe à Mariupol avant de repartir sur ces célébrations du 9 mai. Est-ce que là, ce qui est en train de se passer, ces évacuations de civils, l'ONU a dit que des cars étaient en route pour continuer les évacuations de cette usine. On a parlé de Vladimir Poutine qui a dit que voilà, ces couloirs humanitaires étaient en place. Est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, pour Moscou d'en finir plus rapidement avec les soldats ukrainiens qui sont sur place? Car si on fait partir les civils, ça y est, ils peuvent dire qu'il y aura finalement plus grand monde dans cette... Je finis par penser que Vladimir Poutine et ses assistants, si je puis dire, mettent volontairement cette ville au supplice parce que d'abord, il y a une histoire. En 2014, cette ville n'est pas tombée lorsqu'il y a eu le premier conflit ukrainien. Cette ville n'est pas tombée dans l'escarcelle russe. Elle s'est défendue, elle s'est battue vaillamment et elle a sauvé en quelque sorte sa peau. Ça, c'est un premier élément. Et il veut faire, à mon sens, de Mariupol un exemple. Et d'ailleurs, ce qui se passe à Mariupol, à une autre échelle, se passe dans d'autres villes. Mais elle va faire aussi de ces soldats ukrainiens des martyrs. Alors, c'est là que je voulais en venir. Ces soldats ukrainiens, ils se battront maintenant jusqu'au bout. On l'a entendu, on l'a vu. Ils sont là pour défendre leur pays, ils sont là pour défendre la liberté, ils sont là pour défendre l'Ukraine indépendante. Oui, ça sera sans doute des martyrs. Mais, si vous voulez, je pense, puisqu'on arrive au 9 mai, moi, j'ai pratiquement une proposition à faire. C'est que ce 9 mai, il devienne le jour de mémoire de Mariupol, de ses habitants, de ses combattants, pour un peu contrecarrer cette propagande, effectivement, qui vient d'être parfaitement décrite par nos trois collègues. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider, à mon avis, par cette propagande. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'erreur de penser qu'il y a un équilibre entre la propagande, la bonne et la mauvaise propagande, entre les deux camps. On n'est pas du tout dans le même genre. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens n'essayent pas d'utiliser l'information, mais ça fait partie de la guerre, mais pas pour détourner l'histoire, si vous voulez. Donc, il faut que Mariupol reste dans les mémoires, absolument, parce que peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, il y aura un récit qui nous conduira je sais pas, à une analyse beaucoup plus philosophique, beaucoup plus intelligente des choses, en disant finalement, non, il ne faut pas que ça se produise. Mariupol, où se préparerait donc un défilé pour le 9 mai. C'est en tout cas ce qu'affirment les services secrets ukrainiens. Ce serait important pour Moscou, si ça a vraiment lieu à Mariupol, ce serait tout un symbole.
Mais un symbole terrible, parce que c'est une ville détruite à 90%. Avec vidée de ses habitants. Donc ça sera absolument ridicule, une ville vidée de ses habitants, complètement détruite, et en plus, on murmure qu'ils veulent faire défiler les prisonniers. Donc avec une volonté d'humilier la nation ukrainienne. Donc ça va jouer contre, encore une fois, la réputation de la Russie qui est déjà très basse. Je pense que c'est un effondrement civilisationnel absolu. Moi, j'ai assisté à la première parade de la victoire le 9 mai 2014 en Crimée annexée. C'est là où Vladimir Poutine est entré dans la baie de Sébastopol, cette ville qui, à l'époque, elle-même soumise à cette propagande qui disait que des nazis avaient pris le pouvoir à Maïdan, qu'ils allaient venir massacrer les populations russophones de Crimée. On voyait à l'époque, et on ne comprenait pas ce qui se passait parce que tout ça se mettait seulement en place, mais nous, journalistes, sur place, à l'époque, on voyait les habitants locaux former des brigades d'autodéfense, l'armée russe, sans un signe, encercler les bases de l'armée ukrainienne, des mercenaires russes qui encerclaient les bâtiments officiels et des Cosaques. Et on revenait de Maïdan où finalement on avait assisté à un soulèvement du peuple pro-occidental contre la corruption, pour la liberté, pour intégrer l'Europe, soulèvement qui avait effectivement fini par être extrêmement violent, mais la propagande russe de l'autre côté, et sur les chaînes de télévision russes, racontait aux populations de Crimée que des nazis avaient pris le pouvoir à Kiev et allaient venir les massacrer. Et donc on voyait se mettre en place cette réalité parallèle, et on voit, je crois, ces images de Crimée en ce moment. Oui, justement, voilà. Donc, et Vladimir Poutine était entré dans la rade de Sébastopol pendant cette parade. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y avait une euphorie absolue. Plusieurs régions, plusieurs villes de Russie avaient afflué dans cette petite ville de Sébastopol. Il y avait tout s'était bien passé, plus finalement. De place. Et c'est bien passé. Il y avait une euphorie de la population qui était galvanisée par cette propagande et qui croyait à ce mythe dans lequel on l'avait plongé, comme quoi la ville avait de nouveau triomphé des nazis, alors qu'on n'a jamais vu un seul nazi apparaître en Crimée. Mais enfin, ce n'est pas grave. On est dans une réalité parallèle depuis 2014 en Russie. Et aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est un effondrement ? Parce qu'à Mariupol, on a une parade sur des os, sur des ruines. Ça va être une parade de mort où on va quand même entériner ce message. Ils ont bougé des cadavres, justement. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ça dépasse l'entendement, si vous voulez. Mais le message sera le même. Ce sera que ici, ville martyre, la grande armée russe a triomphé des nazis. Et je vous assure que c'est exactement comme ça qu'ils vont écrire cette histoire. Et il patine sur le terrain ukrainien, Vladimir Poutine, parce que ça a commencé le 24 février dernier, cette offensive. Il veut donner quelque chose à l'opinion publique russe. Julien Théron, on l'imagine, Vladimir Poutine, ce 9 mai, justement, date symbolique. Oui, et on peut quasiment considérer que ce défilé va être aussi morbide qu'Elena l'indiquait. Parce que précisément, ils ont mis plus de 2 mois à prendre une ville comme Mariupol, qui était encadrée par les forces russes, qui est une ville de taille quand même tout à fait raisonnable, avec toute la puissance russe qui a été déployée, comme le racontent les survivants d'Azovstal, par la mer, par la terre. On a du mal à comprendre comment ça met autant de temps. Ils sont retranchés dans une usine. Non, mais déjà, ils n'ont pas été pendant 2 mois retranchés dans une usine. C'est que les résistants et l'armée ukrainienne ont résisté aux troupes russes. Donc, c'est juste dû à de nombreux problèmes de l'armée russe sur lesquels on peut revenir. Mais c'est juste pour dire que ça, ils se raccrochent à ça au Kremlin parce qu'ils n'ont que ça sur le capacitaire. Enfin, très sincèrement, j'étudie très précisément l'avancée des troupes, l'intégralité des problèmes de l'armée russe, de l'armée ukrainienne aussi, les livraisons en armes occidentales. Et très franchement, même aujourd'hui, alors on dit qu'ils avancent un peu dans le Donbass, mais déjà c'est extrêmement limité par rapport aux moyens qui ont été mis en place. Mais il y a des contre-offensives au nord vers Kharkiv et au sud vers Kherson, des contre-offensives ukrainiennes. Et il y a aussi une guerre de partisans vers Melitopol, dans le sud de l'Ukraine. Donc je veux dire, ça ne se passe pas du tout comme ils l'avaient prévu. En termes capacitaires, ils ont des problèmes encore considérables. Ils ont dû déployer ce qu'on appelle la Rosvardia, qui est censé garder l'ordre poutiniste. En Russie, ils l'ont déployé dans ces zones-là, parce qu'il faut bien comprendre que pour eux, maintenant, c'est la Russie. Comme on l'indiquait tout à l'heure, cette grand-mère qui porte un drapeau rouge, c'est le drapeau de l'Union soviétique. Pour eux, c'est un grand mélange sémantique, en fait. Honnêtement, on a vraiment du mal, même dans le milieu de la recherche, à essayer de comprendre
les espèces de schémas intellectuels qu'ils essayent de créer entre totalitarisme libéral européen, ukronazisme. Enfin, il y a des choses vraiment qui sont vraiment très, très complexes à même échafauder. Donc, ils essayent juste d'expliquer, en fait, c'est à nous, on est de retour. Mais la réalité capacitaire sur le terrain, la réalité opérationnelle est franchement, enfin, je pense que vous pourrez en acter, on a vraiment complètement surestimé les capacités de l'armée russe. Qui finalement s'est aussi retiré de la région de Kiev. Ils n'ont pas du tout réussi à atteindre leurs premiers objectifs. Jean-Paul Paloméros, justement, est-ce qu'à l'occasion de ce 9 mai, on peut imaginer que la Russie va déclarer, ça y est, officiellement la guerre à l'Ukraine et faire une mobilisation générale, parce qu'aujourd'hui, on est dans une opération spéciale, officiellement. Je ne sais pas, mais j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Est-ce qu'ils auraient besoin de davantage d'hommes justement sur le terrain ? La guerre, ils l'ont lancée. Ils ont lancé des opérations de guerre. Ils ont lancé un blocus. C'est un acte de guerre, etc., etc. Donc la guerre, de facto, ils la mènent. Et il faut bien qu'on fasse comprendre au monde, et pas uniquement à l'Occident, qu'ils mènent une guerre contre l'Ukraine. C'est pas un message qui va partout dans le monde, ça. Deuxième élément, si vous voulez, pour réussir une campagne militaire, il y a 3 ingrédients, à mon sens. Il y a la stratégie, d'abord. Sans stratégie, vous allez nulle part, quelles que soient vos capacités. Et là, ils n'ont pas eu de stratégie au départ ? Ils ont eu une stratégie. On a du mal à comprendre quelle était. C'était la stratégie du, comme on dit en anglais, de wishful thinking. Ça va se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer et l'Ukraine va se démanteler, va se démembrer, tel un château de cartes, tel des dominos, parce qu'on aura frappé le pouvoir et parce qu'on aura frappé... Ils ont nié en quelque sorte aussi la nation ukrainienne. Ils ont surtout, comme c'était dit parfaitement, ils ont surestimé leur capacité parce qu'ils ne s'étaient jamais lancés, évidemment. Peut-être qu'aucune armée dans le monde, d'ailleurs, ne serait aujourd'hui capable de lancer une opération aussi complète. Ça pose des tas de questions. Et donc, il faut une stratégie qui n'était pas là et qui n'est toujours pas claire. Ils ont changé plusieurs fois d'objectif. On pensait qu'ils allaient se concentrer, mais non, ils continuent. Alors, c'est normal, ils vont frapper des objectifs en profondeur. Ça, c'est peut-être le moins... C'est encore le plus compréhensible. Parce que là, ils continuent à frapper à l'ouest. Ils se concentrent qui s'attaque au point de gravité, au centre de gravité, c'est, je dirais, presque la moindre des choses, malheureusement. Une stratégie, des capacités militaires dont on voit qu'elles sont défaillantes. Il y a quand même à peu près la moitié des missiles aériens qui ne fonctionnent pas. Enfin, je donne un chiffre à vue de nez, mais ce n'est pas très loin d'être ça. Et puis, il faut surtout la volonté des hommes et éventuellement des femmes de se battre. Or, celle-là, on ne la sent pas bien. Quand vous parliez de conscription, en fait, la conscription, pour l'instant, il n'a pas mobilisé particulièrement. Il a fait fonctionner la conscription comme elle fonctionne en temps normal. Mais ça ne veut pas dire pour ça que les appelés sont ravis, parce que je pense que maintenant, ils doivent commencer à comprendre ce qu'ils vont vraiment faire en Ukraine, contrairement à ce qui était le cas au début. Donc, sans la volonté, avec une mauvaise stratégie et des capacités défaillantes, vous n'allez pas très loin. C'est QFD. Antonin Arjakovski. Et puis surtout, ils ont perdu, d'après les Ukrainiens, plus de 20 000 soldats. Et les Ukrainiens, qu'on suit quand même de près depuis 8 ans, ont tendance à ne pas surexagérer leurs chiffres. Donc eux, ils en sont même à 24 000. Donc disons, Avakov, il dit plus de 24 000 et il multiplie par 3 pour le nombre de blessés. 26, voilà. Donc c'est plus que la guerre d'Afghanistan en 10 ans. La guerre d'Afghanistan en 10 ans, 79-89, 15 000 morts. Donc ça veut dire que c'est dramatique en réalité pour l'armée russe. Et donc c'est ça qu'on va essayer de masquer pendant le 9 mai. Mais en réalité, ça ne trompe personne. Si les médias sont à ce point bloqués en Russie, c'est précisément parce que l'information est totalement verrouillée. L'information est verrouillée, mais quand vous faites des micro-trottoirs, comme ça peut encore se faire, de façon indépendante, j'en ai vu un encore aujourd'hui à Rostov, la population est contre cette guerre. Vous voyez, en tout cas, c'est les micro-trottoirs que j'ai pu voir. Vous n'êtes pas totalement... Alors, nous, comment on en fait un de micro-trottoir? Sinon, on ne verrouillerait pas à ce point l'information. Alors, je suis d'accord qu'il y a un bon tiers de la population qui est favorable au conflit, ceux qui ont été pendant des années, dont le cerveau a été complètement vidangé. Mais
en tout cas d'après ce que me disent mes correspondants, ça n'est qu'un tiers de la population. Les autres, soit ont peur, soit sont contre, soit s'en vont. Voilà, c'est ça qui se passe. Et on assiste aujourd'hui au départ des élites à vitesse grand V. Oui, alors nous, on a fait justement un micro-trottoir. Quand je dis on, c'est même moi, mes collègues et moi sur place à distance, dans le centre de Moscou, donc ce n'est pas en région, justement. Oui. On avait, sur 21 personnes interrogées, on en avait 8 qui étaient pour l'opération spéciale, 7 qui étaient contre la guerre et 6 qui n'ont pas répondu. Je m'explique. Tout le monde est contre la guerre. Ça rejoint le tiers dont je parle. Tous les Russes sont... Oui. Exactement. Mais tous les Russes sont contre la guerre. Vous ne trouverez pas un Russe, même qui soutient l'opération spéciale de Vladimir Poutine, qui vous dira qu'il est pour la guerre. Parce que la guerre, c'est mal, c'est là où des gens meurent, et c'est là où des enfants meurent, et c'est là où des babouchkas pleurent, et c'est là où des gens souffrent. Vous ne trouverez pas un Russe sensé qui va vous dire qu'il est pour la guerre. Enfin, non, j'exagère, vous en trouverez, mais c'est vrai que la plupart, ils sont contre. Sauf que pour eux, ce n'est pas une guerre. Et ils nous l'ont dit textuellement lors de ce micro-trottoir. Et dès le début, on parle d'opération spéciale. Oui, c'est pas pour rien que Vladimir Poutine a interdit de parler de guerre, comme d'ailleurs il a interdit de parler de paix, parce que tous les gens qui sortent pour la paix se font tout autant réprimer que tous ceux qui sont contre la guerre, puisque s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas à dire qu'on est pour la paix si on est contre l'armée russe. Tout ça pour vous dire, c'est pour ça que je n'exclus pas la déclaration de guerre le 9 mai si jamais il avait besoin de mobiliser, parce qu'il ne peut pas mobiliser lorsqu'il est en train de mener une opération spéciale, alors que les Russes croient sincèrement que la Russie est en train de mener une opération spéciale, mais pas une guerre. Ils ne voient pas les images de bombardement des villes russes, ils ne voient pas les victimes ukrainiennes, ils sont en train de voir des bombardements. Ce qui s'est passé à Boutcha, à Borodianka, ils n'en ont pas entendu parler, et bien qu'on leur en parlerait, ils ne vous croiraient pas, et ils vous attaqueraient en disant que vous êtes en train de mener une guerre informationnelle contre eux et que vous voulez par cela détruire la Russie. Parce que le pendant de la propagande, ce n'est pas seulement de faire circuler un message, c'est aussi de dire que ceux en face mentent. Et donc, cette opération spéciale, c'est censé être quelque chose de propre. C'est pour ça que le langage de l'armée russe, c'est des frappes. Toujours, ils utilisent les mêmes mots. La propagande, selon le manuel d'utilisation de la propagande, c'est de marteler toujours les mêmes termes pour être convaincant, pour que ça impacte les esprits. Donc, c'est de dire des frappes ultra ciblées avec des armes de pointe à guidage, ces images satellites de frappes seulement contre l'infrastructure ukrainienne. On ne bombarde jamais, etc. Donc, c'est ça l'opération spéciale. C'est la différence avec une guerre, c'est qu'on ne détruit pas l'infrastructure civile et on ne massacre pas les civils. Et donc, si jamais, juste pour terminer sur quelle pourrait être la rhétorique, c'est de dire, puisque l'Occident arme les Ukrainiens, ça c'est nous qui le comprenons, mais la Russie dit, puisque l'Occident arme les Ukrainiens, l'Occident est en guerre contre la Russie, et donc aujourd'hui nous n'avons plus le choix que de déclarer la guerre. Et c'est là où la guerre pourrait lui permettre de mener cette mobilisation nécessaire pour avancer. Et il pourrait justifier si des images parviennent à la population russe. Également. Exactement. On a vu hier voler lors des répétitions de cette cérémonie du 9 mai à Moscou, on a vu voler un avion un peu spécial, un Ilyushin 80 volé au-dessus de Moscou. Est-ce qu'il faut y voir le signe d'une menace de la part de Vladimir Poutine, menace pour les Occidentaux ? Non, alors là... Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jean-Paul Paloméros, ce que c'est que cet avion ? Il faut dissiper tous les doutes, et je vous remercie de poser la question. En fait, c'est un avion qui doit assurer la permanence du commandement de l'autorité supérieure. Les Américains au Air Force One. Et ce sont des avions qui sont équipés pour que le président, en l'occurrence Vladimir Poutine, puisse... effectivement, en cas de menace, en cas de montée en puissance, en cas de tout ce qu'on veut, puisse quelque part s'extraire, dans une certaine mesure, du conflit et continuer à assurer la continuité de l'exercice du pouvoir. Et donc ces avions sont équipés pour recevoir des communications. Ils ont un certain nombre de caractéristiques très particulières qui en font des avions aussi très coûteux. Et c'est ce qu'il montre. Qu'est-ce qu'il montre par là ? Il dit, de toute façon, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de solution de continuité dans le pouvoir. On a les moyens. Et puis c'est un gros avion, c'est un des plus gros avions du monde. Mais est-ce qu'il faut y voir une menace nucléaire ? Non, il ne faut pas. À mon avis, il faut dissocier. Ça, c'est une démonstration. Alors après, le nucléaire, c'est un sujet en soi. Je suis d'accord. Le fait que ce type d'outils, d'avions, de plateformes de commandement existe, c'est effectivement et puis ça fait un moment qu'il n'avait pas volé cet avion dans le ciel de Moscou. Donc il va y avoir des problèmes de maintenance. Non, en fait, ça fait partie de la démonstration d'ensemble en disant le pouvoir est robuste, il sera
toujours aux commandes. Et puis, si on a à pousser les opérations à l'extrême, moi, je serai toujours le maître de la Russie. Ne vous en faites pas, quoi. C'est pour tranquilliser les esprits, puis pour montrer aussi une certaine forme de capacité avec la taille de cet avion et l'envergure. Mais l'avion lui-même n'a pas de capacité particulière, si ce n'est celle de pouvoir exercer le commandement dans des périodes de rupture, si je puis dire. La Russie qui a aussi mené des frappes hier, des essais à Kaliningrad. Des simulations. Des simulations. Des simulations informatiques. Voilà, et ça, est-ce qu'on peut y voir encore là une menace C'est fait pour terroriser. Kaliningrad, c'est à 1 heure. C'est entre 2 pays de l'Union européenne. Hein. Oui, et puis ça peut. Berlin, Paris, Londres peuvent être visés. Le but, c'est de terroriser. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à ce type de rationalité complètement apocalyptique, la réponse, c'est la fermeté. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le ministre des Affaires étrangères français, Le Drian, il y a quelques semaines, en disant nous aussi. On a une capacité non seulement de résister, mais aussi d'utiliser des frappes tactiques nucléaires. Il faut être très ferme, d'abord parce que c'est ça qui impressionne Poutine. On l'a vu en 2015, je crois, quand il y avait eu cette affaire de l'avion qui avait été descendu par Erdogan à la frontière syrienne. Ça avait immédiatement calmé ces incursions des avions russes en Turquie et en Syrie. Et puis, ça donne une cohérence. Ça donne une cohérence quand l'Occident dit on n'a pas peur parce qu'on est des démocraties et qu'on défend le droit international. C'est ça aussi qui permet de mobiliser l'opinion publique occidentale en disant ce qui nous unit est bien plus important que ce qui nous divise, à savoir le respect du droit et d'un pays comme l'Ukraine. Et puis, le troisième avantage, je pense, de la fermeté par rapport à cette guerre hybride qui vise à nous terroriser, c'est de dissuader d'autres pays comme la Chine en particulier, de trop se rapprocher de la Russie. Si la Chine voit que l'Occident est terrorisé par ça, la Chine, dont on sait qu'elle a signé une alliance avec la Russie avant la guerre, pourrait et puis qui regarde de très près ce qui se passe en Ukraine, par rapport à Taïwan aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors que là, si à l'inverse, il y a plus de 50 pays à Ramstein, plus de 40 pays à Ramstein qui décident de s'unir pour soutenir l'Ukraine, pour dire voilà, on a mis 33 milliards de dollars sur le plateau, et aujourd'hui, les Européens qui disent à peu près la même chose, puisque si la France met 2 milliards, on espère qu'on pourra à 27 atteindre des sommes importantes. Eh bien, ça, par contre, ça peut dissuader la Chine de trop se rapprocher de ce discours apocalyptique de la Russie. Julien Théron, est-ce qu'on doit craindre les menaces de Vladimir Poutine, les menaces nucléaires, depuis le début de ce conflit, il les brandit. Il y a cette date du 9 mai qui arrive. Sur le terrain, on en a parlé. C'est pas vraiment des succès pour Moscou. Est-ce qu'il y a un vrai risque ? Alors, il y a plusieurs éléments. Premièrement, les menaces, il faut les prendre au sérieux. Il faut toujours les prendre au sérieux. On les a pris extrêmement à la légère en traitant les Américains d'alarmistes pendant des mois avant que, assez bizarrement, après 2 invasions de l'Ukraine et avoir massé 190 000 troupes autour du pays, étonnant, et nous avoir dit qu'il allait y aller si on ne lui répondait pas à ses caprices, il y est allé. C'était assez étonnant. Mais alors, pour être tout à fait honnête, j'étais à Kiev en janvier, justement parce que j'étais assez convaincu qu'ils iraient. Et même à Kiev, certains interlocuteurs parfois pensaient qu'ils n'iraient pas. Donc, mais enfin, quand même, on a traité ça vraiment très légèrement, à peu près dans tous les domaines qui touchent au conflit en France, particulièrement en France et en Allemagne. Donc il faut les prendre au sérieux. Il faut toujours prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Et quand il nous parle de nucléaire, il faut le prendre au sérieux. Quand il nous parle de 3e guerre mondiale, il faut le prendre au sérieux. D'ailleurs, comme ça a été dit, la guerre, c'est la guerre conventionnelle qu'on avait oubliée d'ailleurs depuis 8 ans, parce qu'on pensait qu'il faisait que de l'hybride, c'est-à-dire la guerre sans violence, si on pourrait dire, enfin en tout cas un peu détournée. Donc il en a profité, il a envoyé une guerre conventionnelle, mais il peut aussi revenir sur l'hybride. Donc je veux dire, là ils sont un petit peu occupés comme vous le savez, mais enfin je veux dire, ça ne veut pas dire du tout que c'est terminé. Au contraire, la télévision russe passe son temps à expliquer que la Russie est en guerre contre l'Occident. C'est pas nouveau, ça fait 8 ans qu'il l'explique. Qu'il y a une 3e guerre mondiale qui est déjà en cours. Ça c'est important.
Et puis elle évoque aussi souvent au public russe, c'est qu'on est déjà dans une situation de Troisième Guerre mondiale. Et la télévision russe qui aussi évoque les différents scénarios d'une guerre nucléaire. Absolument. Combien de secondes ça prendrait, le nouveau missile Sarmat prendrait pour frapper Londres, Berlin ou Paris? Ou Paris, voilà. Ouais. Mais ça c'est quoi? C'est pour préparer l'opinion publique russe? Sur la menace, on a du mal à... Sur la menace nucléaire, il y a deux éléments qui me semblent importants. Il y a effectivement ce que nous disent les renseignements militaires américains notamment, qui se sont avérés assez fiables, c'est-à-dire que non, la menace n'est pas réelle dans le sens où il n'y a pas de préparation actuelle de frappe nucléaire. Et à côté de ça, il y a ce qu'on peut considérer comme une menace politique de guerre nucléaire et qui existe aussi. Et ce qu'on a pris comme de l'irrationalité chez Vladimir Poutine n'est pas de l'irrationalité du tout. Il est parfaitement rationnel. C'est juste qu'il ne fonctionne pas exactement selon notre même rationalité. Et on a confondu irrationalité et extrémisme. Et pour lui, effectivement, il mène toute une série de guerres. Il mène une guerre contre l'Occident, une guerre contre les pays de l'Est, une guerre contre l'Ukraine, une guerre aussi contre son propre peuple, puisqu'il lui interdit les médias et de savoir ce qui se passe, une guerre aussi au sein du pouvoir russe. Et il n'a pas beaucoup de cartes. Effectivement, il y a la conscription, mais la conscription, c'est compliqué. Il y a une loi qui dit qu'il faut au moins 4 mois d'entraînement avant d'envoyer des soldats russes. Et au 1er avril, il y a déjà eu une conscription, mais ça veut dire qu'ils ne seraient pas disponibles avant la fin de l'été. C'est pas très pratique, et puis c'est pas sûr que les jeunes Russes suivent. Et l'autre arme, c'est ce qu'on appelle le CRBN, c'est-à-dire du chimique, radiologique, biologique ou nucléaire. Alors évidemment, même au sein du régime, on le sait, notamment au sein de l'armée, il y a assez peu d'appétence pour ce genre d'outils, mais voilà, il a quand même peu d'outils et il est vraiment dans ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire que sa menace politique évolue dans ces éléments-là pour d'abord influencer sa population, deuxièmement nous faire peur, mais il a assez peu d'options quand même. Alors, moi, je suis russe, donc j'ai par défaut peur de Vladimir Poutine et j'ai vécu 10 ans dans la réalité parallèle, donc je prends l'irrationnel au sérieux. Je voudrais rappeler 2 épisodes, et ça, ce sont des faits qui nous permettent d'avoir des repères. C'est qu'au tout début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a dit, puisque les Occidentaux ont une rhétorique agressive, puisqu'on est menacé, eh bien, je mets mes forces stratégiques, donc les forces nucléaires, en ordre de bataille. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elles sont toujours, de toute façon, prêtes à intervenir, les forces stratégiques, par définition, parce qu'elles assurent l'existence et la sécurité de l'État russe. Mais là, ça veut dire que tout l'arsenal, tout l'arsenal au sol, les sous-marins nucléaires et les bombardiers sont prêts à décoller, sont dans les champs, sont dans l'océan Pacifique, ils sont prêts et les missiles qu'ils portent déjà les cibles qu'ils devraient atteindre en cas de déclenchement de la guerre nucléaire. Ça, c'est ce que ça veut dire être en ordre de bataille. Je parle sous votre contrôle. Alors, juste pour terminer, donc ça c'était le premier épisode, et le deuxième épisode c'est que la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine, et vous le disiez, il faut écouter ce qu'il dit et le prendre au sérieux parce qu'il a proféré des menaces directes à destination de l'Occident en disant nous avons des armes comme nous n'allons pas nous en vanter, vous n'imaginez même pas la puissance qu'elles ont et nous n'hésiterons pas à les utiliser, les décisions ont été prises. Et ça c'était des menaces à l'encontre des Occidentaux en leur disant si vous vous mêlez de ce qui se passe en Ukraine. Or, les livraisons d'armes qui ont été annoncées, les armes lourdes, les 20 milliards d'aides américaines à l'Ukraine, c'est exactement le scénario selon lequel, dans le discours de Vladimir Poutine, la Russie porterait une menace existentielle, serait menacée de façon existentielle par l'Occident. Et c'est ce qui, dans la doctrine nucléaire russe, qui présuppose que si l'existence de la Russie est menacée, serait frappée par l'Occident, eh bien, cela autorise la Russie a utilisé l'arme nucléaire. Et comme on est dans une réalité parallèle où finalement les faits réels n'ont pas d'importance, mais c'est simplement le récit qui en est fait par la Fédération de Russie et par le Kremlin qui compte pas seulement pour l'opinion publique, mais même dans ses actions, finalement, à justifier ses actions, cela permet d'agir de la façon dont il le veut finalement. Et donc, moi, c'est ça qui vraiment aujourd'hui m'inquiète. Il y a une vraie crainte. On va écouter tout de suite la réaction. Je vous laisse réagir après, Jean-Paul Paloméros. On va écouter la réaction du président américain Joe Biden, justement, il y a quelques jours, à ces menaces russes d'avoir recours à l'arme nucléaire. Personne ne devrait faire des commentaires sur l'utilisation d'armes nucléaires ou la possibilité d'y recourir. C'est irresponsable. Voilà, irresponsable, c'est la réaction de Joe Biden. Jean-Paul Paloméros, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir. Tout ce qui a été dit est parfaitement exact. Et sous-estimer la menace, c'est la première faute de n'importe quel commandant, qu'il soit militaire ou politique, chef militaire. Donc, en 2014, lorsqu'il y a eu ce premier conflit, je peux vous dire que j'étais à l'époque donc à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN. On a pris ça très au sérieux. Ce qui nous a permis d'ailleurs de présenter au chef d'État à l'époque, on s'en souviendra, un plan de marche pour restaurer les capacités de l'Alliance, des 28 pays à l'époque, qui sont 30 maintenant,
et d'atteindre les fameux 2% du PIB. Ça vient exactement de ce constat. Et on a réussi à les convaincre de faire ça. Premier élément. Deuxième élément, l'OTAN est une alliance nucléaire. Et 3 pays de l'OTAN sont des alliances nucléaires, sont des pays autonomes et qui ont une stratégie de dissuasion active. La France, le Royaume-Uni. Là où le monde a changé, c'est que pendant la guerre froide, il y avait des arsenaux colossaux, des milliers de têtes, mais il y a eu une certaine logique et une certaine volonté de stabiliser cette escalade. Et progressivement, des outils ont été mis en œuvre, des traités pour réduire le risque entre, je dirais, gens responsables. Aujourd'hui, le risque, il est là, c'est l'irresponsabilité. Tous les traités ont été foulés aux pieds, y compris celui des armements à portée intermédiaire, qui portait justement sur ces armements, la crise des Pershing. Il faut se souvenir de ça. Donc, pendant la guerre froide, on avait les outils, on avait une architecture de sécurité qui, certes, a tenu par la menace d'une destruction mutuelle assurée, mais ça a tenu. Maintenant, comment on fait pour restaurer ? D'abord, il faut montrer sa force. Et je pense que si Poutine a bien peur de quelque chose, c'est l'OTAN, il ne cesse d'en parler, donc c'est qu'il en a peur, de cette unité, et il essaiera de l'attaquer, et d'autre part, de ses capacités nucléaires. Mais l'Occident, nous n'avons pas besoin de montrer nos capacités nucléaires. Nous sommes conscients qu'elles sont là, et je peux vous dire qu'elles sont prêtes. Et on n'a pas besoin. La réponse serait immédiate, la réponse de l'OTAN ? Mais c'est même pas une question. Antoine, oui, mais je pense quand même qu'on a intérêt quand même à le dire à la nation russe. Parce que le problème dans cette dissymétrie liée à la propagande et au fait que les médias soient bloqués en Russie, c'est que les Russes sont comme pris par une sorte de fatum. Et d'ailleurs, Poutine lui-même l'a dit, on est entré en guerre parce qu'on n'avait pas le choix. C'est le fatum qui nous a conduits. Voilà. Et donc les Russes ont du coup cette logique. Il va y avoir une guerre nucléaire. La propagande nous en parle tout le temps. Donc, pour arrêter cette logique apocalyptique, hein, je pense que c'est important de s'adresser non pas simplement aux élites, mais de s'adresser aussi à la nation russe. Attention, ce qui se passe n'est pas un jeu vidéo. Vous serez également les victimes d'une réponse immédiate des pays alliés à Rammstein contre l'invasion de la Russie. Donc, et je pense qu'il y a une façon graduée de réagir. Et l'une des propositions qui pourrait être faite, en tout cas, je viens d'écrire un article là-dessus, c'est de poser la question de la place de la Russie au sein des Nations Unies. Au même titre que la Russie a été exclue de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pourquoi la Russie fait toujours partie des Nations Unies alors qu'elle bombarde Kiev lorsque Antonio Guterres vient à Kiev, qu'elle humilie les Nations Unies? Or, les Nations Unies, et je reviens là-dessus parce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies sont nées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Roosevelt, en 1942, a commencé à parler d'une alliance des Nations Unies, qui va devenir en 1945 la Charte des Nations Unies de San Francisco. Et cette charte, l'article 1er de cette charte dit « Nous nous unissons pour la paix, pour la sauvegarde de la paix, et nous prendrons toutes les décisions pour que la paix soit maintenue ». Si aujourd'hui, alors qu'on voit que l'un des membres du Conseil de sécurité fait tout contre la paix, soit l'ONU veut survivre à cette nouvelle guerre qui est en train de se produire et éviter le sort de la SDN finalement, de ce qui s'est passé, la Société des Nations, qui a disparu dans les années 30 à cause de Hitler. Soit l'ONU veut rester une institution qui maintient le droit international, et à ce moment-là, elle explique à la Russie qu'elle n'a plus sa place, ni au Conseil de sécurité, ni même au sein de l'Assemblée des Nations Unies, au moins pour un temps. Soit, à ce moment-là, elle perd toute crédibilité. Mais voilà un signe qui serait commenté par les Russes et qui expliquerait qu'avant d'en arriver à la catastrophe finale, eh bien, ils doivent prendre conscience du danger de la situation. Un dernier mot, Elena. Est-ce que ça aurait très rapidement, est-ce que ça aurait un impact sur la population russe? Tant que le régime en Russie est en place, le mur de la propagande et de l'opinion est inébranlable. Ce qui me fait peur, c'est que Vladimir Poutine ne peut pas perdre dans cette guerre. Et je ne vois pas quel narratif il pourrait mettre en place aujourd'hui pour écrire une victoire. Et ça, c'est ça qui me fait peur dans le scénario, parce que s'il perd, ça veut dire qu'il disparaît. Et oui. Il se sent fondamentalement menacé aujourd'hui. Et c'est là où l'irrationalité pourrait entrer en jeu. M'effraie, ouais.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci Elena Voloshin. Merci Jean-Paul Paloméros. Merci Julien Théron. Merci Antoine Arjakovski d'avoir été avec nous ce soir sur France 24 pour ce débat. Restez avec nous, l'information continue.